pour faire 1,8 million, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est en rupture constante. C'est-à-dire que 350 000 de trésor, c'est sympa, mais c'est pas suffisant pour commander pour 1,8 million de stock, tu vois. Donc, rupture sur rupture sur rupture. On est hyper désirable. On a un caractère qui est très très viral. Et donc, je me dis, purée, je peux pas m'arrêter de vendre à chaque fois que je fais une rupture. Ah, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vends en rupture. Et je prévends. Et je prévends mieux en rupture que je ne vends quand on a les produits en stock. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir William Montaigu. Salut William, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Qui est le fondateur de Boku. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, c'est la première chose que je fais en général, ou la dernière chose plutôt que je fais avant de lancer l'enregistrement. C'est quoi Boku? Oula, alors Boku, c'est la start-up du bien-être aux toilettes, la plus désirée de France, très humblement. Et concrètement, on vend des toilettes japonaises à la française. Alors, je sais pas si vous avez déjà, chers auditrices, chers auditeurs, essayé les toilettes japonaises, mais vous savez certainement ce que c'est. Ce sont les toilettes qui vous permettent de vous laver les parties intimes, le popotin ou les parties intimes, après avoir fait vos besoins, et ça permet de sortir frais, propre de votre petite affaire, en économisant du papier, évidemment, puisque c'est 80% d'économie. C'est ça, en moyenne, un utilisateur économise jusqu'à 80% en moyenne de papier toilette. Alors, t'en as certains, c'est 100%. Ils suppriment totalement leur conso de PQ en utilisant des petites serviettes en bambou, qu'on propose aussi sur notre site. Et très concrètement, pour mettre un petit peu de contexte, donc quand je dis toilette japonaise à la française, en fait, on propose ce qu'on appelle le bidet Boku, qui est un produit qui permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes et sans travaux, et qui fonctionne sans électricité. Sans électricité, tu m'expliqueras comment, c'est hyper intéressant. Je connaissais ça depuis longtemps. Enfin, depuis exactement 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais avec deux potes, Michael et Pascal, qui n'écoutent pas ce podcast, mais je les embrasse quand même. On est allé passer une semaine à Tokyo et j'ai découvert la joie des toilettes japonaises. Quel bonheur. Non, mais quel bonheur. Avec des sièges chauffants, avec de l'eau, de l'inclinaison, de la chaleur d'eau que tu peux changer. Enfin bref, j'ai découvert surtout le plaisir de ressortir propre et frais des toilettes quand t'as fait ta petite affaire. Et du coup, j'ai vu le lancement Boku et ça fait, je pense que t'es sur ma to-do depuis le début du panier. Alors j'ai appris quand on a préparé l'enregistrement que c'était pas aussi vieux que ça, puisque t'as lancé en 2021 sur Ulule. C'est ça. Fin 2021. Fin 2021, campagne la plus financée à l'époque de cette catégorie, parce que tu as été détrôné de peu par Inga qui eux ont fait une campagne qui a duré 5 mois. Ouais, c'est ça, il a triché, on peut le dire. Il a abusé intelligemment du système en faisant une prolongation qui a duré 4 mois sur une campagne de base qui devait durer 1 mois. Salut Benjamin, t'es le meilleur. Et il a fait du super boulot. Ouais, super épisode à écouter sur le panier, Inga, I-N-G-A. J'explique justement, il m'explique, pardon, c'est pas moi, c'est lui l'invité, comment il a fait. Il a en fait un peu retardé la mise en place de son e-com parce qu'il trouvait son bonheur sur Ulule et c'est pour ça qu'il a prolongé, qu'il a pu faire ses ventes. Bref, super campagne. J'avais l'impression que c'était il y a longtemps, mais en fait c'était que fin 2021, lancement en 2022. Vous faites 1,8 million la première année. C'est ça. Et 8 millions l'année suivante. C'est quand même assez hallucinant. C'est x4 et demi presque en l'espace d'un an. C'est assez incroyable. Tu vas me raconter comment est la courbe pour la suite. Tu vas me raconter plein de choses en fait. Tu vas me raconter la première des choses, c'est que ta communication, elle est marquante. Elle m'a marqué, je m'en souvenais, et on ne l'oublie pas. Ton nom, il est rigolo, Boku. Comment est-ce que tu as créé ta plateforme de marque et comment tu es allé au bout de ton histoire en jouant habilement
avec l'humour, mais sans tomber dans la lourdeur. Donc c'est un point que j'aimerais aborder. C'est un sujet qui est intime, qui s'aborde pas facilement. Comment on se lave les fesses après un caca ou après avoir fait ses besoins, pardon, ou un pipi d'ailleurs. Bon bref, c'est un sujet qui est délicat à aborder. J'aimerais que tu m'en parles. J'aimerais que tu me racontes aussi comment tu peux créer de l'upsell ou du cross-sell sur un produit qu'on va pas remplacer toutes les semaines. Je sais pas combien de temps ça dure. C'est peut-être trop jeune d'ailleurs pour le savoir, mais en tout cas ça dure. Tu m'as dit en préparant cet épisode que pour l'instant il n'y a pas de casse chez tous tes clients. Donc, comment est-ce que tu fais pour revendre ou vendre des produits additionnels ou vendre de nouveaux produits, pardon, à un client existant? Comment est-ce que tu upscales aussi ta gamme produit, puisque ça fait partie de tes plans, tu nous en parleras. Et enfin, j'ai envie de parler de ton tunnel et donc de ton acquisition. Tu marches bien avec la vidéo. Allez sur le site, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment marrant ce que vous faites, mais vous êtes bien axé vidéo. Mais ça, c'est haut de tunnel. Donc, comment est-ce qu'on descend jusqu'à l'acte d'achat? Bref, je suis très heureux de te recevoir. Qui nous a introduit? Mais c'est Vladimir. C'est Vladimir. Vladimir de Nubiance. Vladimir de Nubiance. Super épisode aussi que je vous invite à écouter sur le panier. C'est des produits dermato pour les peaux nubiennes, les peaux colorées. Bienvenue, ça nous fait un beau programme. C'est une longue intro, ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro de 5 minutes. T'as 24 ans, c'est ta première boîte et ta première aventure. T'as un background de designer produit avec ensuite une extension dans le marketing. Pourquoi Boku? Pas le nom, pourquoi le produit? Pourquoi le produit? Ça, c'est clairement la genèse de l'entreprise. Concrètement, donc moi, j'ai fini mes études juste avant le Covid. Et donc, j'ai eu pas mal de temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire un petit peu de ma vie. Et j'ai très vite le choix entre un bon CDI, bien comme il faut en sortant d'études et d'alternance, donc c'était génial, et monter une entreprise, prendre le risque de tester quelque chose pour n'avoir aucun regret. Et je voulais surtout créer un projet à impact qui avait du sens et qui me faisait bien marrer. Ça, j'avais vraiment envie de me marrer. Et donc voilà, le Covid se suit, tout va bien, ou pas tant que ça finalement. En tout cas, moi, je me forme dans ma petite chambre chez mes parents dans laquelle je suis toujours. Et très vite, on est à court de PQ, comme beaucoup de Français. Tu vis toujours chez tes parents? Toujours chez mes parents. Tu fais 8 millions de CA, t'es autofinancé, tu vis chez tes parents, c'est bien. Ouais, et alors ça devrait changer en théorie, je devrais bouger de chez mes parents, mais je suis bien, je bosse bien, donc j'y reste. Et donc comme beaucoup de Français pendant le Covid, on commence à se retrouver à court de PQ. Et on commence à aller dans les magasins et à se rendre compte qu'il n'y en a plus des masses non plus. Et là, on se dit qu'il va y avoir un sérieux problème si demain, on n'a plus de PQ. Et si tu veux, en tant que designer produit, on m'a très tôt formaté à penser de la manière suivante, à savoir problème-solution. Voilà, la bouteille s'ouvre mal, comment est-ce qu'on peut mieux l'ouvrir? T'as plus de PQ, comment est-ce qu'on fait quand on a plus de PQ? Et je me suis vite rendu compte qu'entre le bidet des grands-parents qui fonctionne mais qui est pas très sexy et qui prend beaucoup de place, et les toilettes japonaises qui sont géniales mais qui coûtent très cher et qui, pour les installer, faut être propriétaire, il y avait pas d'entre-deux satisfaisant. T'as la bouteille d'eau, t'as les petites douchettes qu'on peut retrouver en Asie, mais c'est pas tout à fait hygiénique de se le passer de main en main, littéralement. Et surtout, c'est pas facile à prendre en main, à utiliser, on en met souvent partout. Et là, je me suis dit, ok, il y a une faille, il y a un truc à exploiter. Et de là, je me suis donc intéressé aux toilettes japonaises. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait au Japon. Et j'ai vite compris que la majorité des toilettes japonaises étaient fabriquées en Chine. Donc, j'ai commencé à regarder en Chine ce qui se faisait en termes d'industrie. Et très vite, j'en suis venu à la conclusion que Boku était la meilleure solution pour les Français. Puisqu'aujourd'hui, aucun Français ne peut ou n'est prêt quasiment à acheter des vraies toilettes japonaises à 3 000 €. Ouais, ça coûte cher, c'est 3 000 €, c'est l'installation, il faut faire venir. Exactement. On peut pas le bricoler le week-end, quoi. Non, c'est délicat. On pourrait, mais c'est très délicat. Il faut être un peu maçon et un peu plombier. Et donc l'idée, c'est ok, comment est-ce qu'on prend cette toilette japonaise, qui est un produit qui cartonne aux US notamment, mais surtout en Asie, et le ramener en France, mais le rendre très accessible pour le marché français. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord descendre son prix. Comment on fait? On enlève la céramique, on enlève tout ce qui est métal, on enlève la mécanique, l'électronique en tant que telle, et on arrive avec une sorte de matrice, qui est ce qu'on appelle un kit WC japonais affixé. On le design, on adapte les connectiques au marché européen francophone, et on se retrouve avec ce qu'on appelle aujourd'hui le bidet Boku. Et alors moi, je suis designer produit. Alors tu vas te dire, mais toi en tant que designer, tu sais concevoir tout ça, la vérité c'est que non. Donc j'ai bossé avec un bureau d'études asiatiques qui, eux, sont spécialisés dans la conception de toilettes japonaises et dans l'usinage de ce genre de produits. Puisqu'il faut savoir que les Asiatiques, les Chinois, ça fait 60-70 ans qu'ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont un savoir-faire qu'en France, on n'aura pas avant 20-30 ans. Et ils ont une rapidité et une qualité d'exécution qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Comment est-ce que tu fais marcher son électricité, du coup? Alors, pardon, juste pour les gens qui n'en ont jamais vu, déjà, allez sur Hello Boku
HE2LO comme bonjour, helloboku.com, vous verrez une démo, elle est sur les réseaux sociaux de Hello Boku et il y a plein de vidéos. Mais le principe, c'est que il y a une... Vas-y, raconte-moi. Alors concrètement, donc c'est un produit que tu viens fixer entre ton abattant et ta cuvette. Sans vis, ça se fixe au pas de vis de ton abattant qui rentre donc dans ta cuvette, et tu le relis avec un tuyau et un adaptateur à l'arrivée d'eau de ta chasse d'eau. Et donc ça prend pas l'eau de ta chasse d'eau, ça prend l'eau potable avant qu'elle arrive dans ta chasse d'eau, sans pour autant couper l'arrivée d'eau. Et donc tu connectes ça au Boku, et en fait le produit fonctionne uniquement grâce à la pression de l'eau qui est naturellement présente dans ta plomberie. C'est comme un robinet, mais à l'intérieur du produit du bidet Boku, tu as une plomberie qu'on pourrait appeler une plomberie fine ou élaborée, qui permet de bien redistribuer la pression, de sorte à sortir 2 jets. Donc un jet avant et un jet arrière, il y a 2 types de buse, tu vois, pour les hommes et pour les femmes, sans électricité. Ouais, donc c'est la pression de l'eau qui fait que la buse s'avance, recule, bouge. Exactement. Avec une molette sur le côté. Un bouton molette pour sélectionner avant, arrière. Et il y a également un 3e mode qui est le mode auto-lavage. Comme ça, en fait, avant et après chaque lavage, il y a de l'eau qui est propulsée sur les buses avant qu'elles descendent et ça les débarrasse de tout résidu éventuel, même si elles sont cachées derrière un cache pour éviter des projections et autres. T'as été média trainé? Média trainé? Ouais. Non, pas de mémoire. Ok. Le media training, c'est ce que en général font les patrons d'entreprise pour les parler, prendre la parole, tu vois, à la télé, à la radio ou sur des podcasts. T'as de bons réflexes et un bon storytelling et une bonne manière de sortir ton storytelling. Pardon. T'avais testé les toilettes japonaises? Non. Alors si, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que avec mon ex-copine, on avait pris un hôtel il y a quelques années, et c'était la première fois que j'étais confronté à des toilettes japonaises, et je me dis tiens, c'est curieux cet engin tout de même. J'appuie sur un bouton, donc je suis debout, je me pose même pas la question qu'il faut être assis sur les toilettes. Déjà, je suis debout. T'as pris une douche, quoi. J'ai pris une bonne douche, et donc j'ai le premier réflexe de fuir. Donc je fuis des toilettes. Et le jet d'eau ne s'arrête pas. Donc le jet d'eau commence à inonder le salon. Je ferme la porte des toilettes, les toilettes commencent à être inondées, je rouvre la porte des toilettes, je me reprends un 2e jet d'eau, le salon aussi, je ferme le battant, je me dis que ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête pas, les toilettes débordent. Gros problème, et je ne trouvais pas les boutons. Les boutons étaient cachés sous l'abattant, donc il fallait rouvrir l'abattant. Je me reprends un autre jet d'eau, le salon aussi, j'appuie sur le bouton. Fin de l'expérience, William, la chambre et sa copine sont trempés. Première expérience avec les toilettes japonaises, j'ai été baptisé littéralement. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pas du tout renouvelé l'expérience d'utiliser les toilettes japonaises à ce moment-là, quoi. C'était un no-go pour moi, j'avais juste trop peur. Mais donc, entre cette expérience et Boku, il n'y a pas eu d'autres expériences avec des toilettes japonaises? Bah, il y a eu des bidets des grands-parents, auxquels je m'étais habitué d'ailleurs. Qui coûtent en vrai, ça coûte 10 000 € un bidet, parce qu'au prix du mètre carré à Paris, c'est ça, bien quoi. de le voir comme ça. Tu sais quoi, je devrais le communiquer sur mon site. C'est ce que je dis sur les plantes vertes à la maison, moi. Il y en a plein. Ok. Ça, c'est le produit. Donc, tu te fais accompagner de ce bureau d'études chinois qui sait en dessiner pour dessiner le Boku que tu imagines pour le marché français. Tu imagines un produit qu'on peut installer soi-même et qui coûte pas 3 000 €. C'est quoi les specs que tu leur donnes? Léger et très solide. Léger pour la livraison et très solide pour la durabilité du produit. Tu vois, le Made in China d'il y a 40-50 ans, il fait très peur. C'est celui qui dure pas. C'est celui où quand tu achètes un produit Made in China, au bout de 2-3 mois, il est pété, c'est du plastique qui en vaut pas la peine. Et donc moi, j'ai voulu... parce que ça, c'est quand même une autre époque. Hein. Ah oui, il y a plein de gens qui restent encore coincés là. Bah oui, mais là, aujourd'hui, nos Mac, nos micros, nos portables, ils sont fabriqués essentiellement en Chine. Hein. C'est évidemment, mais je pensais à autre chose. Je pensais à la vitesse comment dire, de transformation de cette économie. Tu vois, j'ai reçu il y a quelques mois Igor, le fondateur de Native Union, qui fait des produits de la connectique et des accessoires, téléphone, ordinateur, qui produit des produits incroyables, complètement recyclés, d'une qualité assez exceptionnelle, et qui me dit que le marché change hyper rapidement quand il y a vraiment des phénomènes de fond. J'ai enfoncé une belle porte ouverte là. Désolé, chers auditrices, chers auditeurs. Combien de temps? Ça a pris 9 mois. Entre quoi? Entre le premier contact? Comment tu as trouvé le cabinet? Alors, je l'ai sourcé à moi-même, sur l'interweb, comme on dit. Sur l'internet, non, je l'ai sourcé. Pour moi, le plus important à l'époque, quand j'ai commencé à sourcer d'abord une usine asiatique qui faisait des toilettes japonaises et autres, c'était de trouver une usine labellisée Smeta. C'est quoi? Smeta, en fait, ça te confirme qu'il n'y a pas de travailleurs mineurs, qu'il n'y a pas de travail forcé, qui sont payés un minimum wage, enfin un salaire minimum, qu'il y a des bonnes conditions de travail, une salle de repos, un médecin sur place, pas de produits toxiques, de l'équipement, etc. Et c'est des usines qui naturellement vont te coûter beaucoup plus cher parce qu'elles sont certifiées au niveau international. Et il y en a peu.
Mais ça, c'est l'usine. Ça, c'est l'usine qui a un bureau d'études intégré. Ah, qui a un bureau d'études intégré. Oui, un bureau d'études intégré. Ok. Et c'était aussi la facilité. Enfin, c'était génial pour moi, quoi. C'est 2 en 1. Le bureau d'études travaille, l'usine exécute. On a un proto, ça marche pas, ça marche, on avance, quoi. 9 mois quand même. Ouais, 9 mois quand même, mais 9 mois, ça, c'est. T'as testé plusieurs usines? Non, j'ai pas testé plusieurs usines. La première et l'actuelle. Oui, la première est toujours actuelle, ouais. Okay. C'est vrai. Enfin, j'en ai sourcé plusieurs au début, mais c'est sur celle-ci que je me suis arrêté. Et ça s'est toujours très bien passé. Ils étaient tout à fait proactifs, ce qui est pas toujours évident avec les usines asiatiques. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc, combien d'allers-retours de produits? Je pense qu'il y en a eu 6 ou 7. T'as reçu 6 ou 7 protos avant de valider le proto final, c'est ça? Non. 6 ou 7 retours. J'ai reçu 2 protos avant de valider le dernier qui était le 3e. Okay. Il y a eu 6 ou 7 gros retours. Quand on dit de retour, on parle pas de retour physique, on parle de OK, on faut vraiment qu'on change plein de choses sur le proto que vous venez de faire parce qu'il va pas. Okay. Donc il y a eu 6 ou 7 versions. Mais les protos, tu les as vus? Les 3 premiers, non. Parce que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, il y avait des problèmes qui étaient évidents, donc c'était pas la peine de les recevoir pour les recevoir. Je voulais renvoyer. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui peut être évident à 6000 bornes? Ah bah la forme. La forme, tu vois que le plastique, le moule, le produit est trop long, la qualité du plastique n'est pas assez bonne, donc tu vois que le truc il est tordu. Il t'envoie des photos, il t'envoie quoi? Photo, vidéo, on fait en call, c'est mesuré, c'est normé, c'est mis sur des grilles, tu vois le moindre angle de décalage, tu le vois très très vite en fait. Ok, intéressant. Et donc tu te rends compte très rapidement que ton produit, c'est pas tout à fait ce que tu voulais. Puis derrière, tu as les testings aussi qui sont faits en vidéo. Je leur dis, mais vous voyez bien que le jet d'eau, il sort à peine là, c'est pas bon, ça a rien nettoyé du tout votre histoire. Et ça, c'est dû à la forme du design qui est un peu différente. Et surtout, il y a une spécialité à notre produit qu'on retrouve très très rarement ailleurs, c'est la technique d'assemblage qui est par ultrason. C'est-à-dire que par ultrason, donc tu as 2 plaques, ce qui est notre produit. Notre produit, c'est genre 2 plaques qui sont soudées ensemble, mais la soudure se fait par ultrason. Donc les plaques sont posées les unes sur l'autre. Tu as les ultrasons qui font vibrer la matière, et en vibrant, du coup, elle se réchauffe, elle devient fusionnable, et les 2 plaques se soudent d'elles-mêmes. C'est ouf ça, je connaissais pas. Ce qui fait que, en gros, à l'intérieur de notre produit, et c'est pour ça qu'il fonctionne très bien, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis, et il n'y a pas de tuyau. Surtout. Ouais. Et qui dit pas de tuyau, dit pas de connexion, et qui dit pas de connexion, dit pas de fuite. Parce que mais attends, les tuyaux sont, comment dire, comme en fait, dessinés dans l'une des deux. T'as des cavités creusées donc, dans les 2 plaques qui, quand elles s'assemblent, donc les cavités s'assemblent, et donc t'as des tubes en négatif qui se forment, si tu veux, et donc il n'y a pas de fuite, rien. Et c'est ce qui permet d'avoir un produit qui est très très fin. Notre produit, il fait genre 6 mm, je crois. Et la vibration, l'ultrason, ne fait pas fondre ces cavités, enfin ne fait pas qu'elles se déforment. Non. C'est hyper poussé comme technique d'assemblage, et je l'ai découvert avec eux. Moi, je suis designer industriel à la base, mais je connais clairement pas tout, tu vois. Et donc autant de choses qui m'ont donné ce qu'on appelle un unfair advantage, c'est-à-dire que sur n'importe quel concurrent, c'est une technologie d'assemblage qui est très très pointue et que très très peu d'usines ont. Et donc n'importe quel concurrent qui veut faire la même typologie de produit, ils pourront pas avoir cette technologie-là, parce qu'on en a vu et on prend leurs produits et les trucs tiennent pas, c'est de la camelote, et c'est pour ça aussi qu'ils sont vraiment moins chers, parce que c'est une typologie de produit qu'on peut retrouver en Asie et petit à petit aux US, en Europe j'imagine. Et donc cette technologie fait que le produit est unique, qui fonctionne hyper bien, et le design est dingue, et il est très fin, et il est dingue le design parce qu'à l'intérieur t'as pas de tuyau, t'as pas de tube. Combien ça te coûte? On communique pas sur le prix. Non, pardon, je parle pas du BOQ, je veux bien que tu me le donnes. Combien ça coûte? J'ai bien compris que tu communiquais dessus. Non, c'est 9 mois, cette phase de R&D. Ouais. Ça n'a pas coûté trop cher, puisque j'étais donc tout seul à faire le process. Ça a dû coûter entre 30 et 40 000 euros. Donc, c'est tous mes économies d'alternants, de bons alternants marketing qui sont passés un peu plus. Mais ils ont été très compréhensifs. En fait, le marché francophone et plus largement européen est très convoité par les Asiatiques, parce que c'est un marché qui est très dur pour eux. Enfin, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et donc, le pénétrer, pour eux, c'est existentiel. Et moi, si tu veux, j'ai lancé ma boîte. J'ai eu quasiment 0 frais, puisque j'ai tout fait. Enfin, j'ai fait le design du produit, j'ai fait le site, j'ai fait le marketing. Ouais. Mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher si j'avais dû faire appel à un ingénieur, à un machin, à un mathématicien, etc., etc. Donc, ça reste franchement limité. Pour un lancement de produit, ça reste franchement limité. J'entends. 9 mois, on arrive à quand? 9 mois, Parce que tu fais ta campagne en parallèle ou une fois que tu as le prototype final? Ah non, une fois que j'ai le prototype final. Et la vidéo de campagne, ça fait qu'un proto. J'avais un proto et on en a prévendu 4 000 de ce produit-là. Ouais. Mais donc sur les 9 mois, tu l'as fait après la campagne? La campagne, je l'ai fait après, je l'ai lancé le 14 décembre. Okay. 14 décembre 2021. Et donc, tu as commencé en février 2021, un truc comme ça? Ouais, dans ces eaux-là. Ok. Produit, nom et plateforme de marque? Ouais. Raconte-moi. Donc j'ai eu le bon réflexe de commencer, avant de balancer 30-40 000 euros à une usine chinoise, de faire une étude de marché d'abord. Parce qu'on a beau avoir des bonnes idées, des fois le marché va être là-bas, c'est génial, mais ça se vend pas ton truc. Donc étude de marché, donc bête et méchant, on envoie des sondages, on fait des sondages sur le prix, sur la typologie de produit, sur le market fit déjà. Tes sondages, tu les fais comment?
eh ben, j'envoie des centaines d'emails, de messages sur des forums, des groupes, à gauche à droite, sur Facebook, d'entrepreneurs, de designers, de consommateurs. Je leur dis voilà, je monte une boîte. Si vous répondez que ça fonctionne, ben, on vous aura peut-être des produits, vous aurez des codes de réduction, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et t'as juste simplement plein de personnes qui, ça faisait trop marrer de se dire ok, le mec fait un sondage sur le caca. C'était le caca sondage d'ailleurs, et ça a bien fonctionné. Alors, tu étais transparent sur l'objet final? Non. C'est important. Comment t'as placé le curseur? Parce que c'est quand même une crainte de beaucoup d'entrepreneurs que je valide pas du tout d'ailleurs. Moi, je pense que quand t'as une idée, il faut en parler, point. C'est l'exécution qui compte, c'est pas l'idée. Ensuite, t'es pas obligé de tout dévoiler. Donc, comment t'as placé ce curseur? Bah, au début, il est très éloigné de la création finale, le curseur. Puisque quand tu fais une étude de marché, tu peux d'abord prendre la température du marché par rapport à une certaine typologie de produit. Et donc de ce fait, on dit pas direct, voilà, on va vendre un bidet Boku, un WC japonais à fixer, ça fonctionne pas comme ça. On dit d'abord, ok, WC japonais, est-ce que vous connaissez? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le WC japonais? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous aimez le prix? Non. Vous aimez les effets? On sait pas. Ok. Donc si je pouvais vous sortir un produit accessible que vous pouvez tester d'ailleurs gratuitement, c'est le cas sur le site aujourd'hui, pour un prix 10 fois moins cher, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Oui. Et c'est comme si tu dis à quelqu'un, ok, est-ce que t'aimes la pâte à tartiner au chocolat? Sur le principe, oui. Mais si je te dis, est-ce que t'aimes le Nutella, de la marque Nutella, tu vas me dire, ah, je sais pas trop. Ah, il y a des huiles. Ah, puis je sais pas si c'est éthique. Pareil pour l'étude de marché. Il faut que ça soit le plus objectif possible. Faut pas qu'il y ait de parti pris, quoi. Ok. Donc, tu testes les prix, tu testes le concept, tu testes le produit, tu testes les habitudes. Ouais. Tu fais ça, à quel moment? Bah, pendant les 9 mois. Au tout début. Avant de dépenser trop d'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Avant de faire des logos, des machins, des sites et tout. C'est d'abord, bah, je m'assure qu'il y a un product market fit, qu'il y a un marché. Le résultat, c'est quoi? Le résultat est très positif. Je sais quels vont être mes prix. Je sais quels sont les freins à l'achat. Et ça, c'est hyper important. Quand tu connais tes freins, tu sais comment faire toute ta communication et toute ton acquisition. Si tu sais ce qui fait peur aux gens et que tu arrives à trouver comment leur faire sauter cette peur-là, c'est parfait. T'as tout gagné dans ton business. C'est génial. Si tu sais pourquoi quelqu'un n'achète pas et que tu sais comment le faire acheter, comment faire sauter cette peur-là, bah, il achète. C'est tout simple. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux sur cette phase? Sur la découverte produit et la découverte marché? Sincèrement, pas grand-chose. Hein. Je suis allé vraiment step by step et je savais qu'au moment de lancer le LUL, je savais que ça allait péter. Franchement, je le savais, je le savais. Tous les feux étaient vraiment ouverts. Il y avait une demande et une désirabilité qui était considérable pour cette typologie-là de produit, selon du coup l'étude de marché que j'ai fait. Et en fait, j'ai commencé pour lancer le LUL. Donc, j'ai fait de l'acquisition de leads sur Facebook. Donc, pour parler un petit peu français, j'ai récupéré des emails sur Facebook via des formulaires avec de la publicité payante. Donc, j'ai fait une vidéo avec un script que j'ai écrit. Je l'ai tourné chez un copain en l'occurrence. Et on a fait donc une vidéo. Et donc, c'était, voilà, voici notre projet. Inscrivez-vous. Et vous aurez accès à ce projet-là en avant-première avec une réduction, naturellement. Ça, c'était avant le lancement Ulule. Hein. C'était avant le lancement Ulule. Ouais. Comment t'as embasé les gens qui ont participé à ces études en amont? Tu leur demandais un email, un numéro de téléphone? Alors non. Au début, je leur demandais pas. Ah tiens, voilà, une chose que j'aurais pu mieux faire. Au début, récupérer tous les emails et les noms et les numéros de téléphone des gens. Mais je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que toi, là, si demain je t'envoie un sondage comme ça, tu me connais pas, je te demande ton nom, ton prénom, ton numéro, ton email. Je peux le demander en optionnel à la fin. Si le sujet vous intéresse, laissez-moi un email et vous aurez peut-être en promotion. On en parlera. Ouais, bah c'est un truc en tout cas que j'ai pas fait au début. Okay. Et c'est par question d'anonymité aussi. Voilà. Quel volume? On parle j'ai quand même eu des 100 ou 1000? Non. Je dirais entre 800 et 1200 réponses cumulées. Et donc, c'est suffisant. Hein. Pour une étude de marché, c'est suffisant. Alors, c'est suffisant pour une étude de marché, c'est aussi suffisant pour lancer une campagne Ulule. Bah oui. Sachant qu'une campagne Ulule, c'est une campagne Ulule, c'est déjà pour dérisquer un lancement de business. C'est-à-dire que tu fais que des préventes. Ça marche pas. Tu commandes pas 10 000 produits en espérant les vendre. T'en vends pour t'en prévends 10 000 et ensuite tu les fais. Et combien de leads t'as obtenu avec ta campagne d'acquisition de pré-lead, enfin de pré-acquisition plutôt? Ouais, 12 000. 12 000. 12 000. Ok. 12 000 et j'ai dépensé moins de 2 000 euros pour ça. Donc, c'est énorme. Hein. C'est énorme, mais c'est parce qu'on avait une vidéo virale qui a été repartagée des milliers de fois. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10 centimes le lead, quoi. Quelque chose comme ça. Et en tout cas, les résultats sur Facebook étaient incroyables. ROAS, enfin, non pas les ROAS, mais les CPM étaient génial, c'était parfait. Je me rappelle, c'est des chiffres qu'on retrouvera rarement aujourd'hui sur une marque, mais t'as le côté lancement, t'as le côté, c'est un produit qui n'existe pas encore, c'est côté entrepreneurial, parce que quand les gens achètent sur Ulule, et c'est pour ça qu'on y est allé, que j'y suis allé, si tu veux, ils s'achètent pas un produit, ils s'achètent une aventure. Ils financent une aventure, ils financent un rêve. Ils achètent beaucoup plus qu'un produit qui va leur laver les fesses. Et du coup, t'as un taux d'engagement qui est bien plus élevé que la normale. Et c'est pour ça que Benjamin est resté sur Ulule pendant des mois, et il a eu raison, Benjamin Dinga, parce qu'en fait, t'as cette attraction de, ok, j'aide un entrepreneur à monter sa boîte. Génial.
J'adore, c'est mon aventure. Oui, je pourrais dire dans 6 mois, 1 an que j'ai été le premier à acheter un Boku et mes sous, il les utilise aujourd'hui pour financer sa boîte. Et j'en suis hyper fier. Études de marché, produits que tu produis en Chine, campagne pour obtenir des pré-leads, enfin des leads, pardon. Mais en parallèle de ça, ta plateforme de marque, puisque c'est là-dessus que je t'amenais. Ouais. Le nom, l'univers, raconte-moi comment t'as monté ça. C'est venu très naturellement. Donc, je commence à faire mon étude de marché, j'en parle autour de moi, et très vite, les gens sont gênés. Les gens me répondent pas tout de suite. Et là, je me dis, merde. Effectivement, tout le monde n'est pas à l'aise à parler d'hygiène intime. Fine. Est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde? Je pose d'autres questions, je me rends compte que tous les Français sont coincés du cul. Voilà, c'est ce qu'on dit chez nous. Parler d'hygiène intime, c'est très délicat, surtout quand on ne connaît pas les gens. Et donc je me dis, ok, il va falloir utiliser beaucoup d'humour. Je commence à utiliser beaucoup d'humour, voire un peu trop. Et je me rends compte que je suis pas pris au sérieux, que personne répond, et qu'en fait, c'est trop pipi caca. Et ça fonctionne pas. Et donc je me dis, ok, il faut trouver le bon équilibre. Et c'est là où j'ai eu l'idée de nommer la boîte Boku. Et donc Boku, c'est un attrait un peu asiatique japonisant. C'est un attrait très drôle, c'est Boku, belle fesse. Ah oui, effectivement, ok, c'est pas mal. Et derrière ça, Boku, on le retient très bien. C'est comme Apple, c'est comme Meta, tu vois. Ouais, c'est un super nom. Il y a Q dedans quand même. Il y a Q dedans quand même. Et le O du Boku, tu vois, là, sur mon petit t-shirt, c'est une paire de fesses. Pareil sur le U. Et donc, je me suis vite rendu compte que en mettant l'humour sur la table, on enlevait, en fait, la gênance du débat. Donc, on met de l'humour, on rigole bien. On écarte la gênance. Et là, on peut entamer un dialogue, une discussion sur des sujets qu'on connaît tous, puisque la vérité, c'est que 100% des Français font caca. Et on est tous confrontés au même challenge, à savoir le PQ, les irritations, les cystites, infections urinaires, hémorroïdes, et j'en passe. Et donc, très vite, dès que j'ai mis l'humour dedans, qu'on a enlevé la gênance, je me suis rendu compte que j'avais des vrais retours. Les gens osaient discuter, on rigole bien, on est détendu, on peut discuter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si, mettons, demain, Leroy Merlin essaie de faire la même chose avec leur côté très, ouais, on est droit, on est Leroy Merlin, ça fonctionnerait pas. Non, mais ça peut être un super distributeur, donc faut pas se fâcher avec eux. Non, on aime Leroy Merlin, salut. Voilà. Cœur avec les doigts. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que je me rends compte que l'humour va avoir un parti pris hyper important dans ma boîte. Boku, c'est drôle, on s'en souvient. Et on a l'air con parfois. Moi, j'ai traversé l'open space tout à l'heure de Cosa Vostra, mon agence, en me demandant ce que je fais toujours quand je reçois un invité. Est-ce que quelqu'un a le produit, tu vois? Qui a un Boku ici? Ouais. Ça rigole bien. Malin Laurent. Malin Laurent. Et donc moi, avant d'être designer industriel, donc j'ai fait des études d'art appliqué. Donc STD2A, donc c'est sciences et techniques du design des arts appliqués. Et en fait, c'est 3 ans donc au lycée où tu apprends tout ce qui est graphisme, design. Ça te permet de savoir vraiment ce que tu veux faire en école supérieure. Et donc j'étais spécialiste en graphisme, ce qui m'a permis de faire moi-même mon propre shooting photo. Mon propre graphisme sur mon site, mon propre site. C'est toujours toi, là? C'est toujours moi. Ok. Là, tout ce que tu vois, toutes les photos, tous les graphismes, c'est moi qui les sors. Et c'est du shooting, c'est pas Omi ou une plateforme comme ça? Il y a un petit peu d'Omi, mais pas sur le site web. Ok. Où? En pub. Ok, intéressant. Super épisode aussi que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs. Comment utiliser la 3D puis une plateforme comme OMI. Il y en a d'autres pour générer de l'asset à la volée assez rapidement et se renouveler sans dépenser à chaque fois 10 000 euros de shooting. Exactement. Et donc la boîte et la DA et la ligne éditoriale est hyper cohérente puisque je fais tout seul et je sais très bien où je veux aller. Je suis formé en marketing, j'ai fait des études de marketing, donc je sais créer mon produit, le marketer et le vendre. Donc tout s'aligne. J'ai une vision 360 degrés. Je suis juste bon partout, assez pour lancer la campagne Ulule. Et derrière ça, après, j'ai recruté, on en parlera plus tard. Cool. Donc, t'as le nom, t'as la plateforme, les assets, t'as le produit. Tu lances ta campagne Ulule avec tes 12 000 leads acquis en pré-campagne, on va dire. Super épisodes sur Ulule, avec Ulule d'ailleurs, que je vous invite à écouter, avec Inga entre autres. Mais si tu devais retenir une chose que tu conseilles et une chose que tu ne conseilles pas, justement, pour le lancement de ta campagne et la réussite de ta campagne, qui était la plus financée de l'histoire pendant un certain temps. Ce que je ne conseille pas, c'est de se dire que ce que je ne conseille pas, c'est de ne pas se rendre compte que le lancement, on peut le reporter à 3 mois plus tard. On se dit toujours, il faut que je lance, sinon quelqu'un va me voler mon idée. Alors ça, c'est le truc des jeunes entrepreneurs, ils se disent, je vais me faire voler mon idée, faut que je lance maintenant. La vérité, c'est qu'un lancement, on n'en a qu'un. Et que si on le fait mal,
eh ben on n'en aura pas un deuxième. Donc on a un vrai problème quand on prépare pas bien sa campagne. Quand on n'a pas de bons leads, quand on se dit qu'on va juste mettre un projet sur Ulule et que ça va fonctionner avec 2000, 3000 emails qu'on a récupérés derrière les fagots, ça fonctionne pas comme ça. Et donc je l'ai conseillé à pas mal d'entrepreneurs, notamment une boîte qui s'appelle Elixir, de cofondateurs très très sympas. Ils ont pris la décision après m'avoir parlé de décaler leur campagne. De décaler leur campagne, ouais. C'était hyper important pour eux parce qu'ils l'avaient même préparé. Et ils ont fait de super résultats comme ça. Centre Elixir? Non, Elixir, L-I-X-R. Elixir. C'est des cocktails compacts sous forme de boule. Donc tu le mets dans de l'eau et ça te fait un super cocktail, quoi, avec ou sans alcool. Et ils ont un super produit et ils ont fait un très beau lancement aussi sur Ulule. J'adore ce qu'ils font. Bisous à eux. Et en fait, en entrepreneuriat, j'ai souvent tendance à dire que si tu penses que tu as fini dans une semaine, dis-toi que tu as fini en 3 parce qu'il y a toujours plein de problèmes. Et surtout sur Ulule, le plus gros problème qu'on a eu, c'est les livraisons. Et en décalant ton projet, tu décales donc aussi tes délais de livraison, donc tu gagnes plus de temps. Et parce que sur Ulule, je sais plus quelle était la stat, mais la majorité des projets sur Ulule ne sont pas livrés à temps. Nous, on devait livrer en 2 mois, on a livré en 6. Donc on a fait x3. Donc ce qui nous a un petit peu sauvé, c'est la communication et le fait que les gens nous adorent. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est bien prévoir ces délais de livraison et ne pas hésiter à reporter sa campagne pour maximiser l'opportunité de lancement. Derrière ça, les choses qu'on a bien fait, c'est fédérer une communauté sur Instagram, sur Facebook et par email. On achète, comme je te le disais, pas sur Ulule comme on achète sur Amazon ou sur n'importe quel site internet. Quand on achète sur Ulule, on participe à un projet. Donc on parle communauté. Les gens qu'on a fédérés à l'époque se battent toujours aujourd'hui pour nous sur Boku, corps et âme dans les publicités, quand on nous critique. Ils nous adorent. C'est la Boku Family comme on l'appelle. Ce sont les précurseurs du postérieur de la première heure, les chevaliers du fessier comme on aime à les appeler. Ce sont les meilleurs. Et ces gens-là, ils se battront pour ta boîte et pour toi, mais toute ta vie. Et le taux de conversion était extrêmement élevé pour ces personnes-là, puisqu'ils se sont en fait responsabilisés autour de la boîte. On les a fédérés avec des emails qui les éduquaient. On leur envoyait 6 à 7 emails avant le lancement et on leur a fait prendre part au projet, à qui j'étais moi en tant que aussi entrepreneur. C'est hyper important de ne pas vendre qu'un produit. Tu vends un idéal, une boîte, un bien-être bien évidemment, mais tu vends aussi un projet, une aventure. Et me vendre moi, ça va donc donner l'idée de mettre en avant mon personal branding. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup dans les vidéos de Boku. C'est encore resté aujourd'hui. Ça, c'est un choix. C'est un vrai choix. C'est un choix et c'est un choix qui est assez marquant, qui est assez clivant aussi d'ailleurs. Ouais. Tu t'es posé la question, ça a été une évidence, c'est toi qui l'inspire? Ça a été une évidence quand je me suis rendu compte que les gens adoraient en savoir plus sur le porteur de projet sur Ulule. Et je me suis inspiré aussi de Justine Hutto de Respire, qui elle a poussé le personal branding à son extrême, mais de manière... Pas le personal branding, l'incarnation. Alors là, les deux, pardon. Ouais, c'est double, quoi. Et en fait, aujourd'hui, moi, je m'intéresse toujours à qui a monté la boîte avant d'acheter un produit. Et je pense que de plus en plus de personnes sont comme moi. Et quand tu mets de la vie à un humain derrière un produit, et quand tu mets un visage sur un livre ou un produit, je pense que ça va beaucoup mieux. T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec une vérité comme ça. Ok. Je suis pas d'accord avec une vérité comme ça et je pense que tu as des belles réussites qui sont pas incarnées, c'est pas un problème. Unbottled, personne sait qui c'est une incroyable réussite et je suis d'accord aussi que incarné, comme le fait Justine, comme le fait Chanty sur Chanty Biscuit, ça t'apporte quelque chose de différenciant qui peut aussi être un peu potentiellement bloquant. Tu veux dire que si on n'aime pas la personnalité de si on n'aime pas la personnalité, si Justine veut vendre sa boîte demain et on a marre d'être associé à Respire, ah oui, ça c'est autre chose. Tu vois à quel point ça fait perdre du goodwill, donc de la valeur non tangible, on va dire, à la marque. C'est un sujet. Pardon, je sais pas si elle veut vendre. Hein, je prends justement cette. D'ailleurs, j'ai pas reçu Justine, j'ai reçu son associé Thomas. Super épisode. Mais en tout cas, la question se pose. Mais donc toi, t'as fait le choix d'incarner Boku, de mettre ta gueule en avant pour en parler. Mais je retiens pas ça. Je retiens quoi? Savoir décaler sa campagne. Ulule, si on n'est pas prêt, ne pas over-promise, ne pas promettre des choses impossibles. Ça prendra de toute façon plus de temps, soyez-en conscients. Et en termes de communication et de message, tu dis pas produit, mais plutôt haut de funnel, branding et communauté surtout. Puisque c'est ça que viennent acheter les gens sur les campagnes de crowdfunding. Il faut vendre un projet, tu vends une aventure, il faut fédérer une communauté. Ils font partie d'un groupe exclusif. Ils ont des promotions et des emails toujours aujourd'hui que personne n'a parce que c'était les premiers. Et il faut donner un vrai edge, un vrai avantage à toutes ces personnes qui te font confiance alors que ta boîte n'existe pas.
alors qu'ils ne reverront peut-être jamais leur argent. Tu vois, c'est un vrai risque en fait. Donc ceux qui achètent, ils sont prêts à perdre 100 balles dans le vent comme ça. Donc faut que tu mets-toi un peu dans le mindset de quelqu'un qui se dit ok, un mec lance un projet, il a une vidéo, il a 22 ans à l'époque, il lance un projet sur l'internet, sur Ulule, il a rien fait avant, on va lui faire confiance. Quand quelqu'un se dit je lui fais confiance, il est avec toi pour la santé de tes jours. Je serais curieux de recevoir sur le panier quelqu'un qui n'est pas allé au bout de sa campagne à rembourser tout le monde et qui me raconte les galères de sa création produit. Je pense que ça existe, il y en a. Donc, si quelqu'un ose venir me raconter ça, je suis tout à fait ouvert. Plateforme de marque, campagne Ulule, la plus financée à un moment. Le market fit et ta recherche marché, génial. Tu lances 350 000 350 000 euros en un mois, c'est ça. En un mois sur Ulule et surtout 1,8 million la première année. Quand on est surpris en général, non, je vais pas faire de généralité, on peut être surpris par le succès d'une campagne de crowdfunding. Il arrive parfois qu'on n'ait pas prévu le stock ensuite et que le deuxième batch ou le batch suivant en tout cas met du temps à venir. Là, pour passer de 350 000 à 1,8 million, comment t'as fait? En termes de production, pardon. Surtout qu'on est à une époque où la Chine est pas encore ouverte. Il y a toujours des up and downs. Si je dis pas de bêtises, c'est à cette époque aussi que le canal de Suez a été enfin, il y a eu un problème d'appro avec la Chine. Oui, nos produits sont restés un bon moment dans le canal de Suez. Ouais, c'est ça. Et tu voyages pas par avion. Raconte-moi si ça s'est fait en linéaire ou s'il y a quand même eu des interruptions de prod. Ouais, il y a eu des vraies interruptions. Entre le Covid, l'usine fermée parce que tout le monde est malade, genre de choses, le canal de Suez, Suez, oula, c'est un nouveau canal de solution, on le connaît pas encore, c'est comme, enfin bon, on a eu pas mal de problèmes. Donc déjà effectivement, donc je savais que ça allait être une réussite beaucoup sur Ulule, mais pas au point de faire 350 000. Donc déjà j'ai passé une commande, puis une deuxième parce que quand on était à 200 000 euros, je me suis dit bon ça va pas aller tellement plus loin. T'avais prévu combien? J'avais prévu. T'avais prévu. Alors je savais que ça allait être une réussite. Ouais, j'avais espéré qu'on en vende genre 1000, 2000 quoi. Et t'es arrivé à 4000. On est arrivé à 4000, c'est ça. Donc mi-campagne, en fait j'ai passé une première commande et fin campagne j'ai dû en passer une deuxième. D'où aussi ces délais de livraison. Et le délai entre le moment où tu passes la commande et le moment où tu reçois les produits, c'est combien de temps? Du coup, ça a été 6 mois au final, puisqu'on a décidé de faire partir les deux commandes en même temps pour économiser sur les coûts de transport. Ok. Et t'as essuyé on a essuyé quelques petites critiques, ouais. Mais en communiquant bien, en expliquant le pourquoi du comment, parce qu'on a aussi eu des problèmes de production, on a eu des problèmes de livraison une fois en France. Les gens comprennent. Il faut juste communiquer. Un problème n'en est plus un si tu expliques qu'il va arriver avant qu'il arrive. Par contre, si tu te rends compte qu'il y a un problème et tu demandes pourquoi et qu'on te dit pourquoi, enfin, c'est une hyper mauvaise expérience. Il faut annoncer le problème avant qu'il arrive. Dans ce cas, c'est juste une explication et quand c'est bien fait, ça fonctionne en fait très très bien. Maîtriser le narratif en amont de son appropriation par vos utilisateurs. Exactement. Et donc pour faire 1,8 million, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est en rupture constante. C'est-à-dire que 350 000 de trésor, c'est sympa, mais c'est pas suffisant pour commander pour 1,8 million de stock, tu vois. Donc rupture sur rupture sur rupture. On est hyper désirable. On a un caractère qui est très très viral, et donc je me dis purée, je peux pas m'arrêter de vendre à chaque fois que je fais une rupture. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je vends en rupture et je prévends. Et je prévends mieux en rupture que je ne vends quand on a les produits en stock. Là, typiquement, chers auditrices, chers auditeurs, allez faire un tour sur le site. Là, t'es en rupture, hein, sur le billet Boku, c'est ça? Ouais. Donc, je le vois pas. C'est écrit quelque part? Ah oui, c'est écrit sur l'image produit, livré à partir du 15 septembre. C'est écrit sur la banner tout en haut. Et t'as vu qu'on fait également une promotion quand c'est en rupture. Et ce qui se passe, c'est que quand on est en rupture, les gens se rendent compte que le produit est hyper désiré. Il y a de la scarcity, il y a de l'urgence, parce qu'on n'en produit pas des caisses non plus, des Boku. On peut pas prévoir pour les 6 mois et l'année à venir. Donc il y a souvent des ruptures, et donc les gens se disent ok, il faut que j'achète maintenant si je veux pouvoir l'avoir à la rentrée. Et là, depuis le mois d'août, on est en rupture, depuis le début du mois d'août. Et le mois d'août a été le deuxième meilleur mois qu'on ait jamais fait sur Boku. Donc ça montre qu'on maîtrise bien culture de la rupture permanente, quoi. C'est ça. Ouais, culture, c'est ça. La rupture permanente. C'est une beau culture, ça. Hein. Ouais, exactement. Putain, désolé. Ça arrive. Tard, j'enregistre jamais à cette heure-là en vrai. Trop tard. Mais donc comment on fait pour faire 1,8 million? On continue à vendre en permanence et on booste nos offres avec cette scarcity, cette production de produits limités. Et les gens adorent, les gens achètent. Et les emails performent très très bien quand on parle de rupture. On communique avec eux. Donc tu communiques sur ta rupture? On communique sur la rupture, offre de rupture. On est en rupture, c'est génial. On voit pas ça comme un problème, on voit ça comme une opportunité de faire plus de ventes.
Et quand c'est back in stock, on communique aussi. Regardez, nos produits sont de retour en stock. Et voilà, et ça reconvertit bien et les gens commandent chez nous. Donc en fait, il n'y a pas un moment où ça se passe plutôt mal pour nous. Et encore aujourd'hui, on essuie encore des ruptures comme tu peux le voir parce qu'on est en ultra croissance. Et encore aujourd'hui, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Puisque en début du mois, ça arrive qu'on soit en promo. On vide beaucoup les stocks parce qu'on a beau commander plus que le mois précédent, on fait que vendre, on vend toujours de mieux en mieux. Donc début du mois, on est en promotion. Derrière ça, on sent que la rupture de stock va arriver. On annonce rupture de stock incoming sur le site. Ensuite, elle arrive et on est en rupture. Et là, on passe en précommande. Et ça crée un cercle qui est très vertueux. En fait, on est tout le temps désirable et il y a tout le temps une urgence et une bonne raison d'acheter. Puisqu'on s'est rendu compte d'un truc, il y a la majorité des personnes qui achètent chez nous, quand on leur pose la question post-achat après, sur quels étaient vos freins à l'achat, la plupart du temps, la réponse est « il n'y en avait pas vraiment ». D'accord. Donc, vous aimez notre produit ? Oui. Le prix est bon ? Oui. Mais pourquoi vous l'achetez pas ? Je sais pas. Donc ça, c'est que ça manque d'urgence. Ça manque d'instantanéité. Notre produit, c'est un peu comme un matelas ou un lave-vaisselle que tu veux changer. Tu en achètes un tous les 3-4 ans et t'es pas tout à fait pressé de le changer, à moins que ton matelas soit infesté ou ton lave-vaisselle crache de l'eau chaude. Mais au-delà de ça, ça tient toujours. Ça lave moins bien, tu dors moins bien, mais ça tient toujours, tu vois. C'est un peu la même chose avec le Bidebook. Il faut mettre de l'urgence. Et ça passe par des promotions, ça passe par de la rupture non voulue. Et c'est comme ça qu'on presse les gens. C'est intéressant parce que c'est dans les deux sens. Je suis pas pressé de mettre un Boku chez moi. J'entends. Je peux attendre un mois de plus ou je peux, tu vois, y réfléchir. De la même manière, je suis prêt à attendre une fois que je l'ai commandé. C'est pas vraiment un frein que si ça c'est pas un truc dont j'ai besoin après-demain. Alors je suis curieux d'avoir mon gadget, impatient d'avoir mon gadget, qui n'est pas un gadget, mais bref. Mais en vrai, s'il arrive dans 15 jours, dans un mois, c'est pas la fin du monde. Là, les délais, c'est quoi? Au début du mois d'août, les délais, c'était 1 mois et demi. Là, les délais, c'est 15 jours depuis le début septembre, puisqu'on commence à livrer à partir du 15 septembre. Ok. Et tu passes commande tous les combien? On passe commande tous les mois et demi, 2 mois. Ouais, c'est ça. Ok. Et jusqu'alors, on payait toute la livraison, toute la marchandise avant expédition, qui est très mauvais pour le BFR. Et depuis là 2 mois, on a réussi à changer ça. Donc on paye une partie de la marchandise une fois qu'elle est arrivée à France, 1 mois après qu'elle soit arrivée en France. Donc c'est cool. Mais bon, t'es plus gros. Ouais, on est plus gros, on a une bonne relation avec notre usine. En cumulé, tu approches des 10 millions de CA, en gros, quoi, c'est ça? Pardon? En cumulé, tu approches des 10 millions de CA. Ah oui. Ouais. T'as plus de poids dans la discussion, dans la négociation. C'est ça. Okay. Mais ça reste jamais évident, hein, avec des usines asiatiques. Enfin, c'est l'autre bout du monde, quoi. Si on veut leur couper les ponts du jour au lendemain et leur dire, voilà, vos 300 000 euros de commande, en fait, on vous les paye pas. Comment tu fais? C'est très délicat. Mais donc, ce qui est intéressant là, et ce que je retiens, c'est que tu as une sorte de routine sur ce mois et demi qui se passe entre les deux appros, c'est ça? C'est ça. Donc, le produit est en stock, commandez vite. Le produit approche de la rupture, commandez vite. Le produit est en précommande. Et là, ton message, c'est quoi? Précommander pour l'avoir avant qu'il soit en rupture de stock le mois qui arrive après. Et tu recommences tous les mois et demi? En fait, comme on a une traction qui est considérable, tu peux te permettre de... Ouais. C'est ça, et on n'a pas la trésor non plus à allonger, on peut pas allonger les bras comme pas possible. On est souvent en rupture. Cette année, on a été genre 7 fois en rupture, quelque chose comme ça. Tu te rends compte, 7 fois en rupture, on fait quand même 8 millions. Donc c'est-à-dire que la stratégie, elle fonctionne. Et on pourrait commander plus, mais ça mettrait la boîte en péril aussi. Faut pas devenir dingo. Faut aller trop vite. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup trop de boîtes qui, entre 8 et 15 millions, se crachent. Parce que là, les dimensions, les proportions sont considérables. Tu annonces 100 000 produits vendus sur tes pages produits. On doit approcher de ça. Et du coup, tu as combien d'emails? Oula, à mon avis, plus de 300 000. Ok. Ouais. Un tiers de transfo, en gros, sur un email acquis, en basé. Ouais. C'est quoi les délais d'achat? Combien de temps les gens se mettent combien de temps les gens mettent à se décider, pardon? Ouais, on en parlait tout à l'heure. Le problème de Boku, c'est que avant nous, on va dire, personne connaissait trop les toilettes japonaises, les WC lavants et autres. Et même s'ils connaissaient, les gens ne se disaient pas, ok, je veux acheter ça. Un petit peu comme toi, tu vois. Donc on a un vrai sujet sur l'éducation. Et l'éducation, elle prend du temps. Et elle prend carrément 3 à 6 mois. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois beaucoup sur une pub Instagram, Facebook, ou tu nous vois à la télé ou dans un magazine, tu te dis, ok, c'est génial. Mais là où tu es le plus à même d'acheter, c'est entre 3 et 6 mois après le premier contact avec nous, avec notre marque. Et c'est le délai moyen qu'il faut pour éduquer la personne, trouver le dialogue. Ouais. Okay. Donc c'est délicat à traquer. D'où les surveys post-achat, donc les sondages après achat, pour savoir combien de temps les gens nous ont connus avant d'acheter et par quoi, par quel canal. C'est des vraies informations qu'on doit avoir parce que Facebook traque jusqu'à 14 jours avec iOS 14. Donc quand on fait 3 mois, les 14 jours ils sont légèrement dépassés. Donc ça, c'est encore d'autres sujets au niveau de l'acquisition qu'on abordera peut-être.
Et du coup, oui, donc 3-6 mois, c'est assez long et c'est pour ça qu'on éduque beaucoup. Tu captes l'email au bout de combien de temps? Ou l'email très très vite. En fait, on a un pop-up sur notre site qui a un taux de complétion à 22%. C'est énorme. Au début, Non. Ah si. Non, tu te trompes. Ah non, je me trompe Sur pas. 100 visiteurs, tu captes 22 emails? Sur 100 visiteurs, je capte 22 emails. C'est énorme. Ça C'est paraît énorme. Et au début, on était à 1,8, 1,7. Ok. Comment t'es passé comment t'as fait x 10 du coup? On a réfléchi à une stratégie. On se dit, ok, l'email de base, c'était comme tout le monde. Newsletter, moins 10%. C'est pas sexy. Personne, c'est lambda. Enfin, c'est la 12e fois que je le vois aujourd'hui. C'est vrai? Non, mais tu vois, oui, c'est très oui, lambda. Ah oui, je l'entends. Oui, c'est très normal, c'est très lambda. Alors, il y a 6-7 ans, peut-être que ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a gamifié, très simplement, l'acquisition d'emails via un pop-up sur notre site internet. Et en fait, on a l'opportunité de gagner un beau cul ou une réduction ou rien du tout. Et donc, tu laisses ton email, tu fais tourner la roue en l'occurrence, et chez nous, ça performe très très bien. Et je pense que ça performe beaucoup mieux que chez d'autres marques qui ont le même modèle de pop-up, parce que nous, c'est un achat qui coûte quand même cher. Voilà, on est autour de 139 €, c'est pas rien. Et c'est un achat où souvent on va attendre donc une grosse réduction pour l'acheter. Et là, je te dis, bah voilà, ton matelas, ton lave-vaisselle, ton four ou ton bocu, bah tu peux l'avoir gratuitement en laissant ton email. Bah attends, bien sûr que j'y vais quoi. Je laisse mon email, je fais tourner la roue, elle tourne, c'est joli, sympa, on rigole bien. Je récupère les emails. Et t'imagines, enfin nous on convertit très 22%, bien. C'est vraiment énorme. Ah non mais c'est considérable. Ouais. J'ai jamais vu ça et personne dans mon entourage ne l'a vu aussi, tu vois. Et en fait on convertissait très bien par email, mais on a récupéré que trop peu. Et aujourd'hui, enfin c'est énorme. Tu réduis tes coûts d'acquisition drastiquement quand tu passes de 1,5 1,8% de complétion à 22%. Enfin, c'est considérable. Et sachant que nous, notre chiffre d'affaires, il y a 37% de notre chiffre d'affaires qui est déclenché par des emails. Donc c'est énorme aussi. Parce que par email, tu le fais en interne, tu fais avec un partenaire? On fait avec un partenaire, on passe par Klaviyo en termes de logiciel. On fait avec un partenaire qui s'appelle, est-ce que je le dis? T'as le droit, bien sûr. Ok, c'est Evergreen Media, qui font du bon boulot. Salut Loïc. Et c'est sympa de demander en tout cas. Ouais. Et c'est une agence? C'est une agence et ils font du super taf et enfin il faut confier sa gestion d'email à des professionnels. On se rend pas compte à quel point un email coûte pas cher, à quel point il peut bien convertir quand il est bien fait. C'est considérable. Et nous on doit éduquer, expliquer aux gens pourquoi Boku c'est bien, pourquoi le PQ c'est moins bien, et ça on le fait surtout par email. Et les gens, si tu t'inscris à notre newsletter, tu vas te faire inonder d'emails, mais tu vas kiffer puisque en fait quand tu les lis, tu rigoles. Tu vois nos emails, tu te dis mais j'adore ce truc et t'attends qu'une chose, c'est de recevoir le prochain, même si t'achètes pas ou même si t'as déjà acheté. Et du coup des emails, on envoie des millions littéralement par mois et les gens adorent ça. On les fait trop marrer. On a des taux d'ouverture qui sont au-dessus de 43% en moyenne. Donc c'est très haut et ça va jusqu'à 67%, même plus quand c'est de la grosse promo, de la grosse vente quoi. 37% de ton CA vient de l'email, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si vous débarquez, chers auditrices, chers auditeurs, sur le panier, j'ai fait quelques épisodes avec Thomas Pédegaille de Email Club et le premier c'était ça. Si tu fais pas 30% de ton CA grâce à l'email, c'est que t'es une buse. Il a pas utilisé le mot buse, mais c'est un peu l'idée. C'est une bonne stat. Donc toi c'est 37% et combien d'emails pour arriver à un achat? Tu sais, t'as une idée? Je sais que c'est autour de 6 ou 7. 6 ou 7 emails en moyenne. En fait, comme c'est les mêmes stats que pour Ulule. De ça ou pas? Ouais. Et aujourd'hui, après 7 emails, on continue à en envoyer parce qu'on se rend compte que les gens continuent à acheter. Il y en a qui achètent après 15-20 emails, donc on continue. On envoie. Il n'y a pas de raison. Et on a un taux de spam qui est très très bas puisqu'en fait, on fait rire, on fait marrer les gens. Donc même s'il y a des promos, en fait, nos contenus sont tellement cool que les gens ils aiment bien quoi. Et avant de passer par Evergreen Media, j'étais à 17% de chiffre d'affaires attribué par Klaviyo, généré par des emails, on a pris 20% quoi. Donc cool. L'email, le délai d'achat 3 à 6 mois, on en a parlé. Pour arriver finalement à un mec qui veut acheter un produit qui est peut-être potentiellement hors stock, mais qui recevra dans les 6 semaines. J'aimerais creuser le produit. Il a évolué. Le produit de base, donc le bidet Boku, il a évolué depuis son lancement? Non. C'est le même produit qu'il y a un an et demi. C'est le même lancement, c'est le même moule, il n'a pas évolué. Non, c'est exactement le même. Ok. Il fonctionne très bien. On a peu de retours au niveau des problèmes de mécanique, ce genre de choses. Il fonctionne bien. Donc, et c'est ça aussi quand on tombe sur une bonne usine, quand on la source bien, il y a très peu de raisons. Si le produit ergonomiquement il est bien pensé par un designer et par un bureau d'études asiatique, il y a peu de raisons que tu doives changer ton design au bout d'un an et demi, 2 ans. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va monter en gamme. Alors 2 choses, on va monter en gamme et puis tu as lancé aussi le Boku Mini. Le Boku Mini, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Qui est une sorte de petite pompe, mais qui a le même résultat et qu'on peut trimballer avec toi. Raconte-moi pourquoi
t'as créé le Boku Mini et dans quelle stratégie ça s'inscrivait? Ouais, alors très simplement pour les auditeurs qui nous écoutent, le Boku Mini, c'est un pistolet à eau à cul. Voilà, on va parler très concrètement, c'est ça. Ça prend la forme donc d'une gourde de la taille d'une grande canette de Coca. Et donc c'est une gourde qu'on dévisse, on met de l'eau dedans. Il y a une pompe intégrée qui se déploie, on pompe, on finit de pomper, on sort la buse et on appuie sur le bouton et là ça lâche un beau jet d'eau qu'on utilise pour nettoyer les parties intimes. Et donc ce produit-là, il a été spécialement conçu et produit parce qu'on a eu une forte demande de la part de nos clients existants qui nous disaient votre produit il est génial le bidet Boku, mais par contre je ne me sens plus du tout à l'aise d'aller au travail, en vacances chez des amis, faire la grosse commission. Ça fonctionne plus, je peux pas. C'est l'hygiène, et c'est très différent. C'est comme passer d'une classe éco à une classe business en avion, mettons. Il y a pas de retour en arrière. C'est quand tu goûtes à un tel niveau de luxe et un tel niveau d'hygiène et de propreté intime, c'est difficile de retourner en arrière, surtout quand tu t'y es fait. Et du coup, on leur a dit, ok, je crois qu'on a ce qu'il vous faut. Et on a sorti la version portable que les gens adorent. Et c'est un produit sur lequel on fait pas d'acquisition directe, mais qu'on va beaucoup vendre en upsell post-achat à des clients qui, au bout d'un mois et demi, qui ont acheté le Boku il y a un mois et demi, on sait qu'ils adorent le produit, on sait qu'ils vont être confrontés au même problème que tous les derniers. Ils vont se dire, ok, bah j'adore le produit, mais quand je suis ailleurs, je suis pas à l'aise. Et donc on leur envoie la version portable. T'en as vendu beaucoup? On en a vendu, ouais, quand même, on l'a vendu pas mal. Ça représente 20 ou 35%, entre 20 et 35%. J'essaie de me rappeler des chiffres, mais il y a entre 20 et 35% des clients qui ont acheté un bidet Boku qui achètent ce produit-là. Donc c'est quand même... Donc, un client sur 5, c'est ça? Un client sur 4 à 5? Non, 20 à 25. Oui, c'est ça. Un client sur 4 à 5 a fait un upsell avec le Boku Mini. Ouais. T'as pas d'acquisition dessus. Non. Tu utilises juste ta boîte mail. Ouais. C'est beau. Non, c'est pas mal. En ta produit. Surtout que c'est pas mal. Surtout que c'est un produit qui fonctionne hyper bien. Enfin, les gens l'adorent. Ok. Et donc c'est aussi un produit, on en parlera peut-être après, mais qui permet de pallier aux problèmes de compatibilité qu'on peut avoir sur un bidet Boku qui n'est pas à 100% compatible. Dis-moi. Je l'ai pas abordé, mais c'est assez simple, je te laisse y répondre rapidement. Effectivement, le bidet Boku se place sur des toilettes, je sais pas comment on dit, traditionnelles, pour lesquelles en fait le réservoir est à l'extérieur du mur, donc pas des toilettes suspendues. Alors pas que donc. Je vais reprendre. Donc, le bidet Boku est compatible avec environ 85-88% des toilettes françaises existantes. Toilettes encastrées et toilettes classiques, donc apposées, inclus. Par contre, il faut avoir accès à l'arrivée d'eau. Et donc, t'as certaines toilettes donc encastrées où t'as pas du tout accès à l'arrivée d'eau, t'as pas accès au coffrage et tu n'as pas accès à un lavabo à proximité. Puisque quand t'as pas accès à ton coffrage, tu peux rouler le bidet Boku à n'importe quelle arrivée d'eau. Ton lavabo, l'arrivée d'eau de ton lave-linge, peu importe. Tu vois, dans un rayon de 3 mètres en l'occurrence, qui est la longueur du câble. Mais certaines personnes n'ont tout simplement pas accès à une arrivée d'eau. Donc on propose la version portable qui vient pallier à ça. Vous pouvez pas installer de toilettes japonaises à la française chez vous. On vous envoie les toilettes japonaises portables. Et les gens adorent. Donc voilà pour le Boku, le bidet, le mini, on en a parlé, mais tu me parlais aussi de monter en gamme. Ouais, absolument. Pour te décrire un petit peu la stratégie globale de Boku, si tu veux, donc moi quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte que les toilettes japonaises, c'était génial. Quand tu vas aux US ou quand tu vas dans les pays asiatiques les plus élaborés, on va dire, tu te rends compte que les tendances qui sont décrites dans ces pays-là, en termes de produits, en termes de business, se retrouvent 6-7 ans après en France et en Europe. Il y a un gros décalage, c'est comme ça. Et ça fait foi, mais sur des millénaires, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on retrouve en Asie, notamment, qui sont une très très vieille civilisation. On retrouve beaucoup de leur technologie aujourd'hui en France et en Europe. Et donc, pareil pour les tendances e-commerçantes. Et donc, ce produit, il fonctionne en Asie, il est génial. Mais les Français aujourd'hui ne sont pas prêts à l'acheter. Ça coûte très cher. Et moi, si j'ai jamais été en contact avec des toilettes japonaises avant, je ne suis pas prêt à en acheter pour 3 000 €. Impossible. Faut faire des travaux. Faut être propriétaire. Faut espérer aimer se prendre un jet d'eau dans les fesses. C'est très délicat à aborder comme sujet. Donc les gens sont pas prêts à prendre le risque. C'est aussi un peu volumineux, il faut le savoir. Une toilette japonaise, elle est plus longue qu'une toilette traditionnelle, un peu plus longue qu'une toilette traditionnelle. Ça prend un peu de place, quoi. Ça prend un peu plus de place dans la longueur, dans la largeur. C'est ça. Donc il y a un vrai palier, il y a un vrai frein à l'achat de ce côté-là. Donc je me suis dit, ça par contre c'est génial. C'est pour moi, c'est l'industrie du futur. En France, dans 30-40 ans, je pense qu'il y aura beaucoup plus de WC lavant qu'aujourd'hui et que ce sera quasiment une norme. Et ça va très très vite. 30-40 ans, ça me semble pas trop ambitieux non plus, tu vois. Quand on voit les changements qu'il y a aujourd'hui, ça me semble pas tellement ambitieux. Je te jure, on nous remet un deuxième Covid, ça va s'accélérer, les délais vont se diviser par 2, tu vois. Ce que je ne souhaite pas. Attention. Et donc, la stratégie de Boku est la suivante. C'est pénétrer le marché avec un produit qui est très accessible, qui est le bidet Boku, qu'on peut installer facilement et qui coûte 10 fois moins cher, donc qui a une valeur perçue très élevée que les toilettes japonaises classiques. Donc, on a des clients
on les acquérit, on les éduque avec nous et on les fait monter en gamme auprès de notre entreprise, auprès de Boku. Parce que les clients, une fois qu'ils utilisent notre produit, ils l'adorent. Et quand on leur propose de monter en gamme, il y en a jusqu'à 70% qui sont prêts à monter en gamme avec nous. Donc on leur envoie des sondages. Ok, vous aimez Boku ? Oui. Vous êtes satisfait de votre produit ? Oui. Ok, très bien. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un produit pour 240, 250 euros pour telles features, telles options en plus, qui va avoir les mêmes bienfaits, mais qui est un produit plus haut de gamme? Oui, à 70%, la réponse est oui. Tu te rends compte? C'est considérable. C'est-à-dire que les gens aiment notre boîte et aiment notre produit. Et ils sont prêts à monter en gamme avec nous. Donc on monte en gamme auprès de ces clients-là. Et en même temps, en parallèle, on investit beaucoup en publicité pour faire de l'awareness autour de Boku, autour des WC japonais. On publie beaucoup de contenu éducatif. Et en fait, il y a une partie du budget, si tu veux. On sait qu'on la dépense un peu dans le vent. Aujourd'hui, qu'on on verra pas le retour sur investissement de ce budget-là avant 3-4 ans, puisqu'en fait, on prend parti pris d'éduquer un marché pour que ce marché, quand il sera prêt à acheter des toilettes japonaises, quand il sera mature, il ait les réflexes de penser Boku. C'est ça. En fait, on va être une marque top of mind. C'est ça. Donc, et je suis quasiment sûr que c'est ce qu'on est en train de réussir à faire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent WC japonais, ils pensent Boku. Et donc, ça prend quelle forme, cette montée en gamme? C'est montée en gamme. Donc, après le bidet Boku, là, on sort ce qu'on appelle l'abattant japonais Boku. Donc, c'est un abattant tout entier japonais, donc avec des bus, pareil, un produit qui est plus haut de gamme, qui inclut également des filtres à eau, qui permettent donc d'avoir une eau de meilleure qualité pour ses parties intimes, puisqu'il faut savoir qu'une eau trop chloreuse avec des métaux lourds et des résidus, c'est très mauvais pour la flore intime féminine comme masculine. Et derrière ça, c'est un filtre qui permet aussi d'avoir un produit qui dure mieux dans le temps, puisque le produit monte en gamme, les mécanismes aussi, ils sont naturellement plus sensibles, et du coup, dans les plomberies, peut y avoir des résidus, ton eau peut être plus calcaire, peut y avoir des granules dedans, et ça a tendance à user le produit. Donc, abattant un WC japonais. Et juste ensuite arrivent les vrais WC japonais, comme on peut les appeler, les WC japonais classiques, qui coûtent beaucoup plus cher, qui eux sont électriques, et à des options, t'as siège chauffant, t'as lumière, UV, musique, pourquoi pas, on voit un petit peu de tout au Japon. Cool, pardon. L'abattant Boku arrive d'ici peu, en octobre. Ouais, c'est ça, on va lancer les préventes. Précommande, ok. Et les toilettes? Alors, les toilettes complètes? Les toilettes complètes, on espère lancer les préventes début janvier. Et en termes de... Allez, déjà en 2024. Ouais, bien vite. C'est ça. Ouais. Alors, on espère. Donc, tu vois que je prends des pincettes. Ouais. Mais on a avancé le développement. On était en Chine cet été pour bosser dessus. Et parce que, alors, contrairement à un bidet Boku que tu peux shipper un prototype à gauche à droite, les WC japonais, bon, tu vas pas faire des allers-retours. Puis pas de carbone. 150 kilos. Enfin, je sais pas comment ça pèse. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd, effectivement. Et c'est très fragile. Donc, le plus vite, c'est d'aller en Chine, de passer 2 semaines là-bas et de bosser avec l'usine sur le proto. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. T'as de la concurrence sur le bidet Boku? On commence à en avoir. Les gentils petits copieurs qui d'ailleurs nous copient carrément tout notre site, ça arrive. Eux, on leur envoie notre avocat, ils rigolent moins en général. Mais on en a plus en plus. Petit à petit, on sent qu'on a ouvert un vrai marché. Hein. On fait un peu l'effet chasse-neige, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de neige. On arrive sur un nouveau marché, on éduque, donc on chasse toute la neige. Ceux qui sont derrière, ils glissent tout seuls. Ils en profitent, ouais. Ils en profitent. Donc ça, c'est sur le bidet Boku. Ouais. Pas de concurrence ou pas trop de concurrence historiquement, et là, elle se crée. Sur les toilettes japonaises, il y a du monde déjà. Alors, il y a du monde. Mais est-ce que là, aujourd'hui... Enfin, pardon, il y a du monde déjà? Il y a du monde déjà. Alors, oui, il y a du monde déjà. Okay. Il y a du monde. Par contre, si là, je te demande de me citer une marque de toilettes japonaises hyper désirable en France, laquelle est-ce que tu vas me sortir? Ok, je connais pas. Voilà. Pourtant, tu sais que les toilettes japonaises, c'est dingue. Tu sais qu'il y en a dans les plus beaux hôtels parisiens. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais c'est le cas. Tu sais que c'est un produit qui est vraiment pas mal. Donc, la conclusion est la suivante. Le marché, il est là, mais il est sous-exploité et il est mal adressé. Il est mal adressé parce que personne n'arrive à rendre la vente et l'achat de toilettes japonaises sexy, désirable. Et les toilettes japonaises, ça date pas d'hier. Ça fait de bonnes années que c'est déjà existe. De bonnes années, de nombreuses années, ça fait bien 10-15 ans qu'il y a des belles boîtes en France qui vendent des toilettes japonaises. Mais ça reste en soum-soum, quoi. C'est un peu du B2B, c'est au cas par cas. C'est pas comment dire, c'est pas répandu sur les réseaux sociaux. Il y a très peu d'awareness au niveau il y a pas de belles marques aujourd'hui qui vendent des toilettes japonaises. Les prescripteurs sont plus les mêmes en revanche. Et du coup, ça me permet d'enchaîner un peu sur la distribution. On a encore une dizaine de minutes, c'est bien, on va faire vite, mais le bidet Boku, il est accessible, je peux me l'acheter moi-même en ligne sur ton site ou sur une place de marché. La toilette japonaise, a priori, elle vient par un installateur. C'est un maître d'œuvre, un installateur qui va le faire. Avec les toilettes japonaises, on vend l'installation. Ouais. C'est important d'offrir une solution clé en main. C'est le mot de Boku, c'est rendre accessible l'hygiène pour tous. Tu changes de métier. Non. Un réseau d'installateurs on complémente. qui doivent être, oui,
Enfin, tu rajoutes un métier, pardon. Ouais, c'est ça. T'as un réseau d'installateurs qui doivent être formés, qui existe déjà, parce que des gens qui installent des toilettes ou des maîtres d'œuvre sur des chantiers, il y en a. Oui, n'importe quel plombier est capable de le faire. Mais ton approche marketing et ta distrib, elle change. Elle évolue, pardon, excuse-moi, tu veux pas non, effectivement, elle évolue, ça va être très différent. Alors, on a la sagesse de pas vouloir s'inventer installateur, donc on s'associe avec des entreprises qui, eux, le font très bien. On n'est pas encore fixé sur qui, donc je peux pas annoncer de nom. Mais donc, on a trouvé des installateurs qui sont capables de le faire, d'installer des toilettes japonaises dans toute la France à un prix raisonnable, avec une belle plateforme pour réserver, bon bref, j'en passe. Mais donc c'est un modèle d'acquisition, d'expédition et d'installation qui est très différent du Bideboku. Bideboku, tu l'installes tout seul, en 10 minutes, que t'aies 2 bras gauche ou un œil en moins, ça fonctionne, tu vois. C'est très très simple, c'est très très accessible et c'est tout le but de Boku. Maintenant, t'as des gens qui veulent monter en gamme, donc on vend ces toilettes japonaises-là. Les délais de livraison vont pas être les mêmes. Et c'est un produit qui va être beaucoup plus destiné au B2B et à la revente en physique. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est une boîte digitale, donc une DNVB initialement, on fait donc beaucoup de bruit en ligne. Et tout d'un coup, quand on passe en retail, c'est beaucoup plus facile que si on essaie de pénétrer le retail sans avoir une belle présence en oui, ligne. J'ai entendu parler de vous. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on a une belle traction déjà du côté de distributeurs qui veulent faire rentrer Boku dans leurs centres commerciaux, etc. Et ne pas capitaliser sur ces opportunités, c'est laisser de l'argent sur la table. C'est dépenser des milliers d'euros en publicité et se dire bah non, j'ai pas envie de continuer le dialogue dans la rue avec mes clients ou en magasin. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Sur ta strate de distribution, pardon, j'y reste. T'as commencé avec Ulule, ensuite t'as eu ton site, Shopify, on en parlera un peu à la fin, s'il nous reste du temps. Tu t'es lancé assez récemment sur Amazon, et là tu rajoutes, fin septembre, si j'ai pas de bêtises, un réseau de pharmaciens. C'est ça? C'est ça, on va... Tu y arrives en gérant en même temps ton stock qui est toujours tendu? Exactement, donc on réserve un stock pour le B2B, qui a un packaging et des accessoires qui sont légèrement différents pour le B2C, la vente online depuis notre site internet. Donc oui, on va lancer la vente en pharmacie, on va tester la pharma, comme on dit, puisque c'est un marché qu'on ne connaît pas, c'est notre première expérience retail. Et on a d'ailleurs les premières demandes B2B, en fait, d'un rachat par des professionnels, sont venues de la part d'EHPAD et d'hôpitaux. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, donné la voie d'aller d'abord de ce côté-là pour apporter beaucoup de trust et pour apporter le produit aux personnes qui en ont le plus besoin. Puisqu'en fait, ce produit-là, quand t'es obèse, quand t'as des problèmes de mobilité ou quand t'es vieux, il te révolutionne ton quotidien. Nous, on a reçu des emails mais immensément longs d'enfants, de parents, de parents qui étaient très vieux, qui nous ont dit écoutez, je vous remercie parce que grâce à vous, je n'ai plus à littéralement essuyer et torcher mes parents qui sont trop vieux pour le faire eux-mêmes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, la sécurité sociale, elle rembourse pas les toilettes japonaises. Elle rembourse pas encore beaucoup. On aimerait pouvoir y travailler, ça serait génial. Mais disons qu'il y a très peu d'équipements qui sont accessibles, hormis un ou une aide-soignante ou un hôpital ou un EHPAD pour les personnes qui ont ce genre de problèmes. Donc ça nous a donné l'idée de pénétrer d'abord la pharmacie et ça nous permet de gagner beaucoup de trust et de crédibilité pour derrière ensuite aller rentrer chez d'autres distributeurs. Comment tu rentres dans la pharmacie? Ton apprentissage ou ta méthode, ça a été quoi? Ça a été de prendre le problème par l'autre bout. Rentrer en pharmacie, c'est délicat. Hein. Ouais, il y en a une vingtaine de milliers en France, je crois. Je crois qu'il y en a. Les 2 tiers sont indépendantes, un truc comme ça. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un marché qu'on maîtrise pas encore. Si on fait un test en pharmacie, c'est pas pour rien. Donc en gros, on a trouvé plus facile d'abord communiquer avec des annonceurs publicitaires qui avaient des contacts avec des pharmacies pour avoir un contact privilégié avec ces pharmacies-là, avec lesquelles ils travaillaient. Ok. Donc c'est des annonceurs publicitaires qui font de la PLV dans des pharmacies. Et donc eux nous ont conseillé sur quelle typologie d'offres, quelle typologie de produits et d'accessoires proposer des pharmacies pour entrer le plus facilement possible chez eux. Donc ils ont fait une sorte de rôle de conseiller, quoi, je te conseille. C'est marrant comme angle, j'aurais pas imaginé ça, j'y aurais pas forcément pensé. En fait, eux, si tu veux, je me suis dit, ok, qui est-ce qui a vu le plus de réussite en pharma? Ouais. Une pharmacie, elle voit des produits, mais elle a pas le nez dedans. Par contre, un annonceur publicitaire qui a cette visibilité, cette vision marketing, qui lui a pour habitude d'intégrer des marques dans des points de vente, lui, il a pu nous conseiller, quoi. Je me suis dit, ok, on va essayer d'en trouver quelques-uns. On en a sélectionné, on a fait, ok, lui il est bien, lui il est pas bien. Oui, voilà, on aimerait travailler avec vous, avec les pharmacies. On a été mis en contact et du coup, on fait un deal groupé. Voilà, vous nous mettez en avant. On parle avec les pharmacies, le produit est bien, non, oui, on adapte l'offre, oui, non, et on commence à fonctionner comme ça. Alors maintenant, ça se trouve, beaucoup en pharma, ça va être un no-go, quoi. On n'en sait rien, mais c'est pour ça qu'on fait un test. Non, mais ça vaut le coup de tester. Cool.
T'as eu une accélération quand même assez rapide, soyons honnêtes. 1,8 million l'année 1, 8 millions l'année 2. À quoi t'attribues cette accélération? Je l'attribue à une chose très simple. C'est un constat qu'on a fait au tout début. Les gens, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ils sont pas là pour acheter. Ils sont là pour se divertir. Donc, il faut leur offrir du divertissement. Et quand ton canal d'acquisition principal, c'est Meta Facebook, il faut produire des vidéos divertissantes et virales. Et quand tu arrives à créer une vidéo divertissante et virale, qui est regardée longtemps, qui est partagée des milliers de fois, en fait, ton coût d'acquisition, il descend drastiquement. Ce qui te permet d'être très rentable en acquisition sur Facebook, sur Instagram, et donc d'avoir une croissance extrême. Ça, c'est le premier point. Et j'ai écouté ton podcast l'autre jour d'ailleurs de Lily Skin, qui disait qu'ils avaient des vidéos qui duraient jusqu'à 3 minutes et qui fonctionnaient très bien sur Facebook. Et nous, c'est pareil, mais ça va jusqu'à 5 minutes. On a des vidéos qui durent 5 minutes sur Facebook, Instagram, et les gens les regardent jusqu'au bout. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un regarde une vidéo de 5 minutes sur ta marque, sur ton produit, une vidéo qui est hyper drôle, divertissante, que t'adores et que tu repartages, en fait, à la fin, le mec est hyper chaud pour acheter. Bon, il est hyper chaud, mais il met quand même 3 mois. Mais il est hyper engagé par rapport à ta marque. Comment tu gères ta prod? Comment j'en approve? Par agence, en interne Alors, on a en interne ce qu'on pourrait appeler un créatif stratégiste qui va s'occuper d'analyser les tendances du marché, les tendances des réseaux sociaux et des meilleurs créas qui fonctionnent en ce moment, en tirer le meilleur et régurgiter donc des vidéos qui explosent tous les pains, tous les freins qu'on a bien identifiés dès le début sur Ulule, comme je te disais, et produire plein de vidéos en passant par des créateurs de contenu, UGC, influenceurs et autres, et en leur envoyant plein de scripts bien pensés, bien catchy. Donc, on analyse les tendances, on prend les tendances, on mélange les tendances avec nos pains, nos freins et ce qui fait que les gens pourront acheter. On écrit des scripts, on envoie tout ça à plein de créateurs, ils nous envoient leur rush, on envoie le tout à une monteuse, on récupère le tout, le créatif stratégiste analyse tout ça, il dit oui, non, on itère, on modifie ou pas, et derrière ça, on envoie au média buyer envoie sur Facebook, il teste, et on le média buyer, c'est en interne ou c'est une agence? Non, c'est une agence. Ok. Média buyer, donc il teste tout ça, on teste avec plein de hooks différents, donc c'est hyper important, t'as beaucoup produire un super contenu à genre 3-4 000 euros, si t'as un seul hook, il vaut quasiment rien parce que toute ta vidéo elle est basée sur ton hook, quoi, en gros. C'est quoi un hook? Un hook, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. C'est l'accroche qui va faire que quelqu'un va s'arrêter et regarder ta vidéo. Donc ça peut être tout n'importe quoi au début. T'as des marques qui font un peu tout n'importe quoi d'ailleurs. Nous, on essaie de rester dans notre direction artistique et pas de partir trop en sucette. Mais c'est Lily Skin qui me disait aussi qu'ils avaient tout testé et que parfois ça n'avait. Alors c'est peut-être pas eux, mais quelqu'un m'a dit. Parfois on a testé des trucs qui n'ont rien à voir. Mais t'as accroché l'attention, bim, tu parles de ton produit. Des trucs de satisfaction, des trucs qui sont écrasés, ce genre de choses. Passer les 3 premières secondes et ensuite tu l'as hooké, quoi. Exactement. Le hook. Quel volume de prod? On sort minimum une 30aine de vidéos par mois. Donc c'est assez élevé. Mais on tourne pas en interne, nous. Hormis certaines vidéos donc du coup dans lesquelles je suis, mais qui sont plus des vidéos evergreen comme on les appelle, qui durent donc toute l'année, pas pour des périodes spécifiques. Ça va très vite. Donc en fait c'est con, mais tu me disais ok, qu'est-ce qui t'a permis de faire 1,8 million à 8 millions ensuite? T'as le process créatif. Le process tout court dans ta boîte. Quels sont tes process? Si t'as des process qui sont fluides, qui sont souples, qui s'adaptent aussi aux nouveaux prestataires et à ceux qui s'en vont et qui sont bien rodés, où plus personne ne se pose de questions, tout le monde trouve les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment, tu vas très très vite en fait, parce que personne n'est perdu entre ses emails, dire qui fait quoi fait qui, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et donc quand les process sont bien mis en place, surtout avec 30 vidéos par semaine sur 20 jours ouvrés, c'est 1,5 par jour, quoi. Alors on a mis, je pense bien 4-5 mois à trouver le bon process pour trouver et certainement qu'il sera encore différent dans 5 mois. Enfin, c'est sûr. Mais c'est important que d'avoir des bons média buyers, un bon créateur stratégiste et d'être bien conseillé de manière générale et de s'entourer de super prestats qui vont eux aussi pouvoir te conseiller sur tout ça, quoi. C'est quoi ton budget? Le budget ads. Ouais. Alors ads et création vidéo. Enfin, tu vois, tout le process là. Alors on le sépare quand même pas mal. Ouais. En ads, on dépense autour de 250K par mois. En achat média. 3 millions par an. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, en acquisition, autour de 250 par mois. Derrière ça, pour la production vidéo, j'ai pas le nez dedans. Mais une vidéo nous coûte autour de 600-700 euros, il me semble. Tout compris. Ok. Avec le montage. 21, ça fait 20 000 euros. Je dis une bêtise pour 30 vidéos par mois. C'est ça. Donc, t'es à 270 plus un peu de temps homme, on va dire dans les... Ok. C'est beaucoup.
T'es picousé à l'achat média, quoi. Bah ouais, mais une vidéo, si tu veux, pour nous, enfin une vidéo bien faite est hyper rentable, quoi. Et on la tient vraiment longtemps. Donc franchement, pour nous c'est rentable en tout cas. On pourrait peut-être être encore plus, mais en tout cas pour nous c'est rentable. Derrière ça, les autres dépenses, lesquelles étaient Media Buyer. Et c'est à peu près tout pour le process créa. Ouais. Bah, ça fait quand même un sacré budget. Ouais. Ça pose pas mal de questions, mais on se les posera une autre fois parce que le temps file et je vais devoir te laisser partir. Ton site, c'est une mine d'or de choses à faire ou ne pas faire, mais je vous invite à aller voir une fiche produit. Il y a énormément d'enseignements, il y a de la réassurance, il y a des moyens de paiement, il y a de la promo. Il y a des vidéos et de l'apprentissage. Il y a de la réassurance encore avec du Trustpilot et puis des logos de vues dans la presse, en gros. Plein de choses à en apprendre. Je vous invite à aller regarder. Je voudrais savoir, donc, tu es sur Shopify, quels sont les 2 ou 3 outils dont tu peux pas te passer? Alors, le premier, c'est Triple Whale. Je ne sais pas, tu le connais pas? Alors, je me souviens pas le connaître, en tout cas. Triple Whale, c'est un outil qui va regrouper tous tes KPIs, tu peux même en créer sur mesure, en fait, des KPIs, donc des Key Performance Indicators. Donc, ça te permet d'analyser tout ton business. Ça t'envoie des rapports quotidiens, hebdo et mensuels sur ce qui se passe, ta renta, ton net profit. Mais c'est Polar, pardon, oui, bien sûr. Non, pardon, je fais une bêtise. Vas-y, ouais. Et ça nous permet en fait au day-to-day, à la semaine et au mois de driver notre business et de prendre de bonnes décisions. Et dedans, tu peux inclure tous tes frais, donc tes OPEX, à savoir les salaires de chacun, même ta logistique, les frais en plus qui arrivent à gauche à droite. Et ça te réunit tout et ça te recrache toutes tes données de manière digérable, ce qui est quand même important. Et au day-to-day, en un instant, je peux dire, OK, là, il y a un problème, là, il y en a pas. Donc ça, Triple Whale, super. Whale comme une baleine, donc TRIPLEWHALE.com, Triple Whale. Yes, okay. Exactement. Derrière ça, NoCommerce, on en parlait tout à l'heure, KNO Commerce plus loin. C'est une application qui te permet de proposer des sondages après achat sur ta page de remerciement après achat sur Shopify. Et en fait, tu peux mettre autant de questions que tu veux. Et les questions, c'est freestyle, quoi. Tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Alors au début, on en mettait 3. On se disait personne ne va répondre à plus. Et on avait un taux de complétion qui était de 70%. Et aujourd'hui, on en met 10. Et le taux de complétion, il est le même. Donc en fait, allez-y, c'est mon bon conseil par rapport à cette app-là. Connaître ses utilisateurs, c'est clé, quoi, clairement. Ouais, et ça te permet de tout comprendre parce que Facebook, pour traquer la data, n'est pas toujours très très bon. Et puis t'as plein de data à traquer que tu peux pas traquer autrement qu'en posant la question directement à tes utilisateurs. Pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils ont pas acheté, ils ont acheté pour qui, oui, comment, quand, à quel point, enfin. Donc ça, c'est pas mal. NoCommerce. Et une autre application, Optimonk. Optimonk, O-P-T-I plus loin M-O-N-K. C'est une application qui te permet de créer des pop-up et surtout d'A/B tester tes pop-up parce que tu as genre des apps du style Next Sale et autres qui te font des pop-up mais tu peux pas A/B tester. Donc Optimonk, et c'est ce qui m'a permis d'arriver à un taux de complétion de 22%, c'est que c'est pas en faisant un changement qu'on y est arrivé, tu vois. Il y a eu bien une bonne 10 voire quinzaine de pop-up qui sont passés en A/B testing continu avec Optimonk et on peut absolument tout tester. Une phrase, une couleur, un prix et une mécanique. Et ça te permet de trouver le meilleur pop-up pour récupérer un maximum d'emails. Cool. Et je suis en train de montrer à William la petite vidéo qui tourne là. Ça, c'est quoi? Alors ça... C'est un développement sur mesure ou c'est... Non. C'est une super app qui s'appelle Join. J-O-I-N. Fondaté. Le fondateur s'appelle Jonathan. Fondaté. Et c'est un super produit qui te permet de créer des stories, comme on les appelle. Si tu vas sur la page produit, en fait, c'est une app qui te permet de continuer le discours qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Donc en fait, en bas de ta page produit, enfin en bas de tes images produits, tu vas avoir 4 macarons, donc 4 stories, dans lesquelles tu peux mettre n'importe quelle vidéo. Et nous, c'est hyper important parce que personne connaît notre produit, personne ne sait trop comment l'utiliser, et les gens se posent plein de questions. Et donc, t'as quand même pas mal de personnes qui débarquent sur notre site de nulle part, qui n'ont pas vu nos ads, et ces personnes-là, on a remarqué que elles n'achetaient pas parce que elles n'ont pas vu nos vidéos, elles n'ont pas été éduquées de manière normale, et donc ça nous permet de remettre des vidéos éducatives sur notre site avec beaucoup d'humour, avec de la démonstration, avec du trust, et ça c'est hyper important. Et même pour le fitting, tu vois, pour des boîtes de collants ou de sous-vêtements, pouvoir voir concrètement en vidéo comment on rend le modèle sur un modèle, c'est vraiment pas mal.
Et donc, tu vois, il y a aussi des petits encarts rectangulaires comme ceux que tu m'as montré que tu peux mettre à d'autres endroits sur ton site. Ça m'a marqué. Je vous invite à aller voir. Je trouve ça assez cool. Et puis directement, on entre. C'est pas intrusif, je trouve, mais on entre dans l'univers. William, c'était cool. Putain, j'aurais bien prolongé 1h15 et j'avais encore plein de sujets à voir. Mais l'heure sonne. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et d'être venu raconter ton histoire sur le panier. Vous pouvez retrouver William Montaigu sur LinkedIn si vous avez des questions. Évidemment, allez faire un tour sur helloboku, HELOBOKU.com pour acheter ou tester ou voir en tout cas le produit. On te trouve aussi sur pas mal de podcasts, donc la conversation se prolonge chez mes collègues ailleurs. Merci. Avec plaisir. Merci Laurent. Merci à toi et je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.